Bonjour, aujourd'hui on va voir l'opposition performatif-constatif. Comme nous avons vu au début avec les philosophes de langage, nous avons deux écoles, deux grandes écoles. C'est l'école américaine et l'école française. Austin appartient à l'école américaine. N'oubliez pas de partager, de commenter pour qu'on puisse aller plus loin avec les présentations, les exposés en relation avec l'analyse discours. À partir des années 1950 se dessine un nouveau courant de pensée. Ce nouveau courant va exercer une influence importante. Les bases de la pragmatique sont jetées, les travaux d'Austin sont de ce point de vue déterminants. Même si Jean Austin n'avait pas au début l'intention de présenter ou de commencer vraiment les premières étapes d'une discipline qui va avoir le nom de la pragmatique, mais les points et ses recherches étaient déterminants à ce propos. Austin n'avait pas le projet d'innover en créant une discipline, la pragmatique, mais bien celui de donner une impulsion nouvelle à la philosophie de langage. C'est comme il a donné un avis au niveau c'est-à-dire en relation avec les autres philosophes de langage. C'est avec Jean Austin que naît véritablement l'intérêt pour le langage. Envisagé d'un point de vue bien particulier. Le langage considéré comme un monde d'action, un mode d'action. Son principal apport à la philosophie de langage est l'ébauche de la théorie des actes de langage, c'est-à-dire le point fondateur, l'impulsion qui va donner à la philosophie de langage, c'est les théories des actes de langage. On va voir c'est quoi ces théories, qui sont ces théories et quelles sont les bases de ces théories. Celui-ci s'appuie sur le constat que le langage n'a pas pour unique fonction de décrire le réel, mais peut aussi permettre d'agir. C'est-à-dire ce n'est pas seulement la description de réel, mais d'agir. L'illusion descriptive. Le but du langage est de décrire la réalité, c'est-à-dire le langage, sa fonction est la description de la réalité. Nombre de phrases descriptives, c'est-à-dire l'illusion descriptive vient des phrases descriptives. C'est quoi ces phrases descriptives? Toujours selon Jean Austin, qui ne sont ni interrogatives, ni impératives, ni exclamatives, c'est-à-dire des phrases descriptives. Le point, c'est-à-dire parmi les conditions, il faut qu'ils soient, c'est-à-dire ces phrases, qu'elles soient descriptives, non interrogatives, non impératives, non exclamatives, et qui permettent de décrire le monde qui nous entoure ou qui nous entoure et peuvent être évalués en termes de vérité ou de fausseté. C'est-à-dire, soit ils sont vrais, ces phrases, ils sont vraies, ou ils sont fausses, selon que la situation qu'elle évoque se produit ou s'est produite ou non. On va voir, c'est un peu compliqué, mais on va voir. Mais n'oubliez pas que les phrases, c'est-à-dire descriptives, elles ne sont ni interrogatives, ni exclamatives, ni impératives, c'est-à-dire des phrases déclaratives. On va y revenir. C'est-à-dire qu'ils ne sont ni interrogatives, ni impératives, ni exclamatives. C'est la condition. Pour qu'ils soient descriptifs. Exemple, je me déclare uni par les liens du mariage. Au nom de la loi, je vous arrête. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Ce sont des phrases à vous de voir. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont des phrases interrogatives, impératives, exclamatives? C'est à vous de voir. Regardez bien, il y a un point à la fin. Je vous présente mes condoléances. Je te promets d'arrêter de fumer. De fumer, pardon. Je te conseille de venir ce soir. Je m'excuse. Cependant, bien des phrases déclaratives ne peuvent être jugées vraies ou fausses. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas juger ces phrases et sont vraies ou fausses. Si je dis à quelqu'un, euh, je jure que je vais dire la vérité et je déclare que tu es innocent, etc. La phrase, on va prendre une phrase exemple. La phrase le cerisier est en fleurs. Cette phrase sera vraie si le cerisier est effectivement en fleurs et fausse dans le cas contraire. C'est-à-dire il est vrai si le cerisier est en fleurs et il est incorrect, fausse si le cerisier n'est pas en fleurs. En effet,
de telles phrases ne rendent pas compte de l'état de présent au passé. C'est-à-dire, ils cherchent à agir sur l'état de monde, à le modifier. On va voir pourquoi on a ici le présent et le passé, car nous avons dans les conditions aussi, il faut que la phrase soit à la première personne singulier, qu'il soit au présent de l'indicatif, etc. Je vais reprendre. En effet, de telles phrases ne rendent pas compte de l'état de présent au passé. Elles cherchent à agir sur l'état de monde, à le modifier. C'est-à-dire ici, nous avons l'agir, pas d'écrire, mais maintenant agir. Austin appelle ce type de phrase des performatifs, car on va voir aujourd'hui l'opposition performatif-constatif, c'est-à-dire les phrases, ces phrases prononcées qui respectent, c'est-à-dire les phrases descriptives, ne sont pas exclamatives, ne sont pas interrogatives, ne sont pas impératives. Ils sont appelés de la part d'Austin des phrases performatives ou performatives. Les performatifs servent à accomplir des actes. Nous avons maintenant à accomplir des actes institutionnels, c'est-à-dire dans un cadre institutionnel. C'est qui n'existe que relativement à une institution humaine. Si l'on peut accomplir un acte en disant qu'on l'accomplit, je promets, c'est parce qu'il existe une convention telle que dire je promets, c'est promettre. Bien souvent, prononcer la formule conventionnelle signifie donc accomplir l'acte. C'est-à-dire, lorsque tu dis à quelqu'un je promis, c'est pas je te promets de dire la vérité, c'est-à-dire dans un cadre institutionnel, encadré. Austin appelle les phrases du premier type, celles qui décrivent le réel en termes de vérité ou de fausseté, des constatifs, c'est-à-dire les phrases qui décrivent le réel en termes de vérité ou de fausseté, ce sont des phrases constatives. Mais les phrases qui respectent l'autre cadre, c'est-à-dire les phrases descriptives, qui ne sont pas interrogatives, qui ne sont pas exclamatives, qui ne sont pas impératives, et aussi lorsqu'on a le verbe conjugué à la première personne singulier avec un type de verbe, ces verbes, on les appelle, c'est-à-dire tout cela, on les appelle des phrases performatives. Mais maintenant, nous avons constatives, c'est-à-dire qui décrivent le réel en termes soit des vraies phrases ou des fausses phrases. La phrase performative devrait contenir un verbe performatif. C'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire la phrase performative devrait contenir un verbe performatif, un verbe dont le sens, pardonnez-moi ici, c'est comme en anglais, dont le sens correspond à l'exécution d'un acte, baptiser, jurer, marier, promettre, etc. C'est-à-dire l'exécution d'un acte. Être à la première personne singulier et un indicatif de présent, ce sont des conditions, autres conditions que les premières. Mais ces propositions restent peu convaincantes car, bien sûr, on va voir l'évolution de ces théories, d'accord, avec d'autres chercheurs, d'autres philosophes de langage. Mais ici, on va trouver parfois, on a des phrases, oui, ça marche avec de telles phrases et ça ne marche pas avec d'autres phrases. C'est pour cela qu'il y a cette phrase, mais ces propositions restent peu convaincantes. Nous avons un exercice. Il est formellement interdit d'entrer dans la salle pendant le spectacle. La séance est levée. Échec et mat. Adjugé. C'est-à-dire, c'est à vous de voir ou d'appliquer ce que nous venons de voir dans cette leçon. Et ce sont des phrases performatives ou ce sont des phrases constatives. Vous aurez la réponse dans la prochaine partie. Merci pour votre attention.